Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va continuer la série sur les modèles linéaires. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et aimez la vidéo pour faire rayonner ces contenus toujours plus largement. Dans la vidéo précédente, on a implémenté from scratch et avec Python une version du support vector machine pour la classification. Ce code est intéressant au niveau pédagogique, mais il n'est pas optimisé et il n'a pas toutes les options pour entraîner des modèles performants et robustes. Bref, quand vous voulez entraîner des modèles pour ensuite les mettre en production, je vous conseille d'utiliser le package scikit-learn. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la fonction SVM de scikit-learn pour entraîner des modèles de classification. Je vais prendre le temps de vous expliquer à quoi servent tous les hyperparamètres et attributs mis à votre disposition et lesquels challenger pour entraîner les modèles les plus performants possibles. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien directement dans la description ou directement sur le site AI4U avec une version online de la formation. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans le notebook. On va commencer par importer les packages, on va générer les données et les visualiser. Le but sera donc de séparer les ronds bleus des ronds verts. On va maintenant normaliser les données. Maintenant on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. La fonction de scikit-learn ne s'appelle pas SVM mais SVC pour Support Vector Classifier, pour préciser que cette implémentation du SVM est utilisée pour résoudre des problèmes de classification. Pour le moment, on va initialiser cette fonction sans hyperparamètres pour comprendre comment l'utiliser et on reviendra sur l'utilité des différents hyperparamètres plus tard. Donc maintenant qu'on a initialisé, on va entraîner le modèle et ce modèle s'entraîne comme tous les autres modèles de machine learning de scikit-learn avec la méthode FIT. Maintenant, visualisons les performances de notre modèle sur notre jeu de données. Tous les points qui seront dans la zone rouge seront classifiés comme rouge. Et tous les points qui seront dans la zone bleue seront classifiés comme bleu. On peut voir que notre modèle comprend plutôt bien notre problème et arrive à le résoudre. On peut remarquer également quelque chose d'étrange. Bien que le SVM soit un modèle linéaire, il arrive à résoudre des problèmes non linéaires. Et on va voir pourquoi par la suite. Maintenant que l'on sait entraîner un modèle de support vector machine, il est temps de voir les hyperparamètres qui sont à votre disposition pour bien tous les comprendre et bien savoir les utiliser. On va commencer avec l'hyperparamètre C, qui est le paramètre de régularisation de notre modèle. Plus il sera grand, plus le modèle va minimiser l'erreur de prédiction. Plus la valeur de C sera petite, plus le modèle va minimiser les valeurs des paramètres. C'est un des hyperparamètres les plus importants de notre modèle à optimiser, donc prenez bien le temps de choisir sa valeur. Le prochain hyperparamètre est le kernel. Ça répond déjà à plusieurs questions. La fonction SVM de scikit-learn intègre directement le kernel trick vu dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le kernel trick, je vous recommande de voir la vidéo Tout savoir sur le kernel trick pour être sûr de bien comprendre cet hyperparamètre car il est vraiment très important. On peut voir si on regarde dans la documentation que la valeur de l'hyperparamètre kernel par défaut est RBF. De ce fait, il est plutôt logique qu'avec les paramètres par défaut, notre modèle de SVM a pu résoudre un problème non linéaire. Donc il existe plusieurs noyaux kernel qui sont disponibles et intégrés directement dans la fonction SVC. On a les principaux, on a le RBF, le polynomial et le sigmoïde que nous avons pu voir et implémenter dans les vidéos précédentes. Il y a aussi le kernel linéaire. Ça veut dire que l'on n'utilise pas de kernel et que notre modèle est linéaire. Si vous voulez utiliser de nouveaux noyaux, libre à vous. Vous pouvez juste les passer en hyperparamètres de kernel. Forcément, comme les kernels sont intégrés à la fonction, les hyperparamètres de ces kernels le sont aussi. On peut donc retrouver degree, gamma et coef0 qui sont les hyperparamètres des noyaux RBF, sigmoïde, polynomial. Je ne vais pas revenir sur ces hyperparamètres car je les ai déjà expliqués et abordés dans les vidéos précédentes sur le kernel trick. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes. On passe à l'hyperparamètre shrinking, qui a pour but de réduire le temps d'entraînement. Comment? En tentant d'identifier et à supprimer certains éléments de sorte que le problème d'optimisation devienne plus petit. Bref, je vous conseille d'utiliser le paramètre par défaut et de ne pas trop toucher à cet hyperparamètre. L'hyperparamètre suivant peut être intéressant si vous voulez obtenir des probabilités d'appartenance à vos classes, car le SVM par défaut renvoie des classes mais pas de probabilités. Donc cet hyperparamètre est à utiliser seulement si vous avez besoin des probabilités d'appartenance. Par exemple, si vous êtes dans le cas d'un scoring, par exemple. L'hyperparamètre toll fixe une condition d'arrêt à notre entraînement. Lorsque notre modèle entre deux itérations n'a pas gagné au moins la valeur de toll en performance, l'entraînement
s'arrête. L'hyperparamètre cache size fixe la taille de mémoire allouée au kernel. Je vous conseille de laisser la valeur par défaut et de l'augmenter seulement si vous avez des problèmes de mémoire. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. L'hyperparamètre classWeight est très intéressant quand vous avez un jeu de données in-balance. C'est-à-dire que chaque classe n'a pas le même nombre d'observations. Ça peut être problématique lors de l'entraînement de modèles de machine learning, car pendant l'entraînement, le modèle pourrait favoriser la classe avec le plus d'individus. classWeight va multiplier le coût de chacun des exemples par un coefficient pour que les exemples, même s'ils n'ont pas le même nombre par classe, aient le même impact sur la fonction de coût. MaxIter fixe le nombre d'itérations maximum pour l'entraînement de notre modèle. Augmentez cet hyperparamètre seulement lorsque votre modèle vous indique que le modèle n'a pas réussi à converger avec le nombre d'itérations de base. Decision Function Shape vous donne le choix d'utiliser la stratégie OVR 1 versus REST ou OVO 1 versus 1. Je vous conseille de ne pas toucher à cet hyperparamètre et de laisser les valeurs par défaut. BreakTies permet une rupture de l'égalité dans le cas d'une classification multiclasse, pour éviter que toutes les données dans la zone d'égalité soient classées dans une même classe. Je vous conseille ici aussi de laisser le paramètre par défaut. L'hyperparamètre RandomState permet de fixer l'aléatoire. Certains processus de cette fonction est aléatoire. Lorsque l'on veut optimiser les hyperparamètres, on fait plusieurs entraînements avec des valeurs différentes pour ces hyperparamètres. On compare ensuite les performances des différents entraînements. Si l'aléatoire n'est pas fixé, on ne peut pas savoir si la différence de performance est due à un heureux hasard ou par le changement de la valeur de l'hyperparamètre. Pour résumer, si vous avez deux hyperparamètres à optimiser, ce serait C, qui est le coefficient de régularisation, et le kernel. Le kernel a un impact significatif sur votre modèle, donc n'hésitez pas à le challenger, mais aussi à challenger les hyperparamètres concernant ces kernels. Maintenant, on a fini avec les hyperparamètres, place aux attributs. Pour les attributs, ce n'est pas les choses les plus intéressantes, donc je vais passer très rapidement. ClassWeight rappelle le poids associé à chaque classe. Class vous retourne le nom de chaque classe. Coef retourne les paramètres du modèle seulement pour le kernel linéaire. DualCoef retourne les coefficients du vecteur de support dans la fonction de décision. FitStatu vous retourne si le modèle a convergé. 0, il n'y a pas de problème. 1, il y a un problème. Intercept retourne l'ordonnée à l'origine. NFeatureIn retourne le nombre de variables dans le jeu d'entraînement. FeatureNameIn retourne le nom des variables du jeu d'entraînement. Ici, pas de nom, donc la variable n'existe pas. Support retourne les indices des vecteurs de support. SupportVector retourne les vecteurs de support. NSupport retourne le nombre de supports. ProbabA et ProbabP, j'avoue que je ne comprends pas très bien à quoi ils correspondent. Apparemment, ce sont des paramètres calculés lorsque la probabilité égale true. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire de la vidéo. Mais dans tous les cas, ce ne sont pas les attributs les plus intéressants. Et on finit par ShapeFit, qui retourne les dimensions de notre jeu d'entraînement. La vidéo touche à sa fin, et vous avez maintenant toutes les informations en main pour entraîner les modèles de support vector machine pour la classification les plus performants avec la fonction de scikit-learn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien directement dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Dans la vidéo suivante, on va voir ensemble comment entraîner des modèles de support vector machine pour la régression avec scikit-learn. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.